À 8000 km de Paris, la République dominicaine est sans doute l'une des destinations touristiques les plus connues des Caraïbes. Christophe Colomb débarque ici en 1492. Il baptise cette île Hispaniola en hommage à l'Espagne qui a financé son expédition. Deux pays se partagent l'île aujourd'hui, Haïti et la République dominicaine. Ces plages de sable fin, ces hôtels all-inclusifs, tout inclus, ont fait de la côte dominicaine un lieu de villégiature prisé des touristes européens ou américains. Chaque année, ils sont près de 4 millions à venir profiter de son climat et de ses eaux turquoises. Mais derrière cette carte postale idyllique, le pays doit se préparer à relever plusieurs défis. Chaque année ou presque, la République dominicaine est la cible de cyclones. Leur première victime, les habitants des bidonvilles de la capitale, Saint-Domingue. Ce qu'on nous dit, c'est fuyez ou mourrez. À l'ouest du pays, c'est aussi l'eau qui menace, celle d'un lac qui ne cesse de gagner du terrain. Un désastre pour des milliers d'agriculteurs. C'est romantique, c'est silencieux, c'est majestueux. Et c'est une zone pleine de douleur. Pour ce pays, le plus grand fléau, ce serait un séisme semblable à celui qui a frappé Haïti. 230 000 morts en quelques minutes. Qu'allons-nous faire si nous perdons toute la population étudiante dans un tremblement de terre? Qu'allons-nous faire si nous n'avons plus d'hôpitaux? Le dernier séisme en Haïti est l'un des plus meurtriers de l'histoire. Il s'est produit à seulement 300 km de Saint-Domingue. Notre voyage commence au nord-ouest de la République dominicaine, à Puerto Plata. Sa forteresse, bâtie au XVIe siècle pour empêcher toute invasion, ne peut rien aujourd'hui contre la menace d'un tremblement de terre. Pas plus que le Christ Rédempteur qui domine la ville. Nous sommes au cœur d'une région instable qui a subi en 1946 un séisme de grande ampleur, comparable à celui qu'a connu Port-au-Prince en 2010. Un scénario apocalyptique qui pourrait bien se reproduire. Vu des hauteurs, comme un présage, ce jour-là, la ville disparaît sous les nuages. Et si elle disparaissait vraiment? Cette hypothèse, Leonardo Reyes Madera la redoute plus que tout. Depuis des années, il milite pour que des mesures soient prises afin de limiter l'impact d'un tel séisme. Il est ingénieur en structure de bâtiments. Dans cette école qu'il a expertisée, il a pu constater de nombreuses faiblesses. Monsieur l'ingénieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravi d'être ici. Merci d'être avec nous. Ce matin-là, il vient en parler à Denis Funes, l'un des responsables des Nations Unies, qui travaille sur la réduction des risques sismiques. L'école n'est pas choisie par hasard. En 2003, un séisme de faible intensité a fragilisé les bâtiments. Heureusement, le séisme a eu lieu de nuit. Aucun enfant ne se trouvait dans l'école. Malgré son apparence, pour l'ingénieur, le bâtiment a un problème fondamental de conception. On a constaté l'effondrement des poteaux porteurs supérieurs, plus courts, comme on peut le voir sur la photo. Grâce à ces clichés, pris au lendemain du séisme, il montre à Denis Funes les points les plus vulnérables du bâtiment. Des poteaux porteurs trop courts et une faiblesse structurelle du plancher, vous voyez? Regardez par exemple cette série de fenêtres. Elle constitue un point faible du bâtiment. Malgré ce constat,
les bâtiments ont été restaurés à l'identique. Ce jour-là, l'école organise un exercice d'évacuation. Il s'agit de préparer les élèves à un nouveau tremblement de terre. Tous les enfants doivent y participer. Il est 10 h, c'est parti. L'évacuation se déroule dans le calme. Comme à chaque fois, elle est chronométrée. Ok. Nous allons maintenant nous diriger par groupe organisé vers le terrain de basket. Un exercice qui semble bien rodé. Pourtant, il n'a été mis en place qu'en 2012. Une prise de conscience qui paraît bien tardive. 3 minutes 8. Ils ont mis 3 minutes et 8 secondes. Va bien. C'est correct, c'est le temps prévu. On a besoin de 3 minutes pour mener les personnes vers un lieu sûr. Là, l'évacuation a été faite en moins d'1 minute. C'est 15 secondes de mieux que la fois dernière. L'exercice est terminé. Le responsable de la sécurité fait le point avec le représentant de l'ONU et la directrice de l'école. Mais qu'avez-vous observé au niveau du comportement des enseignants et des élèves? Les enseignants ont mieux agi aujourd'hui. C'est sans doute parce que vous étiez là pour nous superviser. Et aussi grâce à la formation que nous avons reçue du ministère et de l'UNESCO. Si dans cette école, les élèves semblent mieux préparés à réagir en cas de séisme, l'école reste très vulnérable. Et ce n'est pas la seule dans ce cas. En République dominicaine, la quasi-totalité des écoles et des bâtiments publics sont construits sur un modèle identique. Que se passera-t-il dans l'hypothèse d'un séisme aussi violent que celui qui s'est déroulé en Haïti? Pour Leonardo Reyes Madera, les bâtiments risquent bien de s'écrouler. C'est criminel à ses yeux. Il dénonce l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Pour lui, l'absence de politique de prévention des risques va avoir des conséquences graves sur les populations comme sur les édifices publics. C'est une question de survie, car qu'allons-nous faire si nous perdons toute la population étudiante dans un tremblement de terre? Qu'allons-nous faire si nous n'avons plus d'hôpitaux? Nous ne pourrons même plus secourir les blessés, alors que l'on sait qu'en cas de séisme, la mortalité est exponentielle si l'on n'intervient pas à temps. Depuis 2010, l'ingénieur est hanté par le séisme haïtien. Vision apocalyptique d'un expert dont le métier est d'envisager le pire ou perspective crédible. Nous nous rendons à Saint-Domingue, la capitale du pays. C'est là que se trouve l'Institut de sismologie. Ici, les moindres secousses, même les plus infimes, sont enregistrées et surveillées 24 heures sur 24. Ici, vous êtes dans la pièce où l'on enregistre et analyse les données sismiques des tremblements de terre. Ces données sont transmises par des capteurs répartis tout au long des failles sismiques. Au-delà de toute cette zone, nous avons ce que l'on appelle la faille septentrionale, qui est l'une des plus importantes du pays. Au sud, par ici, nous avons la faille Enriquillo, qui se prolonge ici et qui a provoqué le séisme d'Haïti. Et au sud, nous avons la faille des morts. Aucune région de l'île d'Hispaniola n'est à l'abri. De Saint-Domingue à Port-au-Prince, pas moins de 14 failles sismiques, ici en rouge, traversent les deux pays. Jusqu'ici, la République dominicaine a été relativement épargnée. Ce n'est pas le cas de son voisin.
Ce 12 janvier 2010, à Port-au-Prince, les murs tremblent. Il est 16h53. Un séisme de magnitude 7,3 frappe la capitale haïtienne. Les habitants n'ont que quelques secondes pour tenter de s'échapper. Plus de 230 000 personnes perdent la vie en quelques minutes seulement. Partout, les dégâts sont considérables. La secousse est fortement ressentie jusqu'à Saint-Domingue, à 300 km de là. Dans le pays, ce séisme agit comme un électrochoc. La République dominicaine prend alors davantage conscience que cette menace est réelle. À l'Institut, tous les experts se souviennent de ce jour funeste. Son directeur sait que si une telle secousse frappait, la capitale serait aussi démunie que sa voisine haïtienne. Ce que nous devons bien avoir en tête, c'est que face à un séisme, ni une école, ni un hôpital, ni une administration publique ne doivent s'effondrer. Parce que nous l'avons vu en Haïti, les institutions ont cessé de fonctionner et il n'y avait plus personne à la tête de l'État. Que se passerait-il dans l'hypothèse d'un séisme de magnitude supérieure à 7? Les résultats d'une étude américaine font froid dans le dos. À Saint-Domingue, le poumon économique du pays, 9 bâtiments sur 10 ne résisteraient pas à un séisme semblable à celui d'Haïti. La capitale serait rayée de la carte. Nous retrouvons Leonardo Reyes Madera. Ces chiffres ne surprennent pas l'ingénieur. Il connaît la fragilité des constructions de Saint-Domingue. Tous ces édifices ont été construits selon le code sismique de 1979, qui à l'époque était un des plus avancés. Malheureusement, le temps a passé. Et ces prescriptions et ces exigences ont peu à peu été négligées par les organismes officiels en charge de son application. Leonardo nous emmène voir l'un de ces nombreux immeubles qui pourraient s'écrouler comme un château de cartes. Rien qu'en regardant, on se rend compte qu'il y a une zone de faiblesse si on la compare avec la partie au-dessus. En haut, nous avons un ensemble massif, très compact, qui repose en bas sur de simples colonnes. Si un tremblement de terre se produit, la partie supérieure va commencer à onduler sur ces colonnes. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas construit comme cet immeuble où nous pouvons voir que les murs reposent sur le sol. Donc, ce que nous savons, c'est qu'une telle structure doit être révisée en respectant le nouveau code. Parce que dans tous les pays au monde où l'on trouvait ce genre de bâtiments, ils se sont écroulés. Depuis la catastrophe haïtienne en 2010, le pays s'est doté d'un nouveau code de construction antisismique. Mais pour Leonardo Reyes Madera, les mauvaises pratiques ont la vie dure. À ses yeux, la preuve la plus flagrante, c'est cet hôpital, celui de Santiago. C'est l'un des plus importants du pays. Regardez cette fissure. Elle a été provoquée par le séisme de Puerto Plata de 2003. Certaines ont été colmatées, pas d'autres. Mais le séisme d'Haïti a également affaibli le bâtiment ici. Et Santiago se situe à plus de 300 km de l'épicentre d'Haïti. Donc que faut-il en conclure? Que cette structure n'est tout simplement pas conçue pour résister à un séisme. Juste après le drame haïtien, les autorités demandent une expertise de tous les bâtiments de l'hôpital. L'audit est confié aux experts de l'ONESVI, l'Office national d'évaluation sismique. Leur travail montre que le bâtiment représente un réel danger pour les malades hospitalisés et le personnel. Constat sans ambiguïté.
debido al tamaño y a los problemas técnicos que presenta el Au vu de sa taille et des problèmes techniques qu'il présente, notre rapport conclut qu'il est préférable de construire un nouvel hôpital plutôt que de le renforcer. Realizar un reforzamiento del hospital. Les personnes qui viennent nous consulter savent que s'ils ne suivent pas nos recommandations, il peut y avoir des dommages matériels graves. Malgré cette menace, le gouvernement a finalement décidé de renforcer l'hôpital. Pourquoi un tel choix ? Nous avons tenté de joindre ceux qui ont pris cette décision. Notre demande est restée sans réponse. Depuis sa création en 2001, l'Office d'évaluation sismique a inspecté près de 8000 bâtiments, dont 1500 édifices publics. Combien d'entre eux ont été jugés vulnérables? Impossible de le savoir. Aucune information n'existe à ce sujet. Les risques naturels. Les millions de touristes qui visitent chaque année le pays n'aimeraient sûrement pas les connaître. En moyenne, ils viennent passer une semaine en séjour all-inclusive, attirés par ces images de cartes postales et ces spots publicitaires. République dominicaine, tout ce dont vous rêvez. Le tourisme est un enjeu important pour le pays. Il représente près de 20% du PIB. Chaque année, près de 4 millions de touristes se pressent sur ces plages. Un chiffre que le pays veut doubler d'ici à 2020. Mais un danger guette ce secteur florissant, les tsunamis. Après chaque séisme, ils peuvent s'abattre sur ce que le pays a de plus précieux, son littoral. La République dominicaine se prépare-t-elle à une telle éventualité ? Nous partons pour Bayahibe, sur la côte sud. C'est une zone à risque. Nous retrouvons Denis Funes. Pour le compte des Nations Unies, il est chargé de mettre en place un plan national de prévention des risques naturels. S'il vient aujourd'hui dans cette station balnéaire, c'est qu'il souhaite que le pays se dote d'un système d'alerte au tsunami, à l'image de l'un des complexes hôteliers de Bayahibe. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel du projet qui se développe ici sous l'impulsion du gouvernement. Car il conjugue les efforts du secteur privé avec ceux des instances gouvernementales et de la société civile, afin de mieux préparer le pays à réagir. Cela va permettre à la République dominicaine d'être plus réactive en cas de séisme et de tsunami, et ainsi ne pas entraver son développement. Denis Funes se rend dans cet hôtel, un 4 étoiles basé sur le système du tout inclus. C'est ce modèle qui contribue au développement exceptionnel du tourisme dans le pays. Détente, calme, luxe, jardin taillé au millimètre, le décor est soigné. Ici, tout doit être parfait, jusqu'à la sécurité des clients. C'est la mission de Wilfredo Pérez. Un travail discret qui va au-delà de la simple prévention incendie. Comme nos générations n'ont jamais connu de tsunami, il arrive que l'on doute que cela puisse se produire. Mais il n'y a qu'à regarder en Amérique latine pour voir ce qu'un tsunami est capable de faire. Dans l'hypothèse d'un raz-de-marée, Wilfredo Pérez veut pouvoir réagir au mieux et au plus vite. Grâce à un cabinet d'experts, il a fait réaliser une simulation la plus réaliste possible.
On s'est basé sur le scénario d'un séisme de magnitude 7 environ qui aurait lieu au large de la côte nord du Venezuela. L'idée était d'estimer le temps que la vague mettrait à arriver sur nos côtes et jusqu'où elle irait. Comme vous pouvez le voir, cette frange côtière est la zone où se trouve notre hôtel. Et vous voyez jusqu'où arriverait la vague. En combien de temps? De son point de départ jusqu'à la côte, seulement 30 à 35 minutes. Le dispositif est assez simple. Il prévoit l'installation d'une alarme et un plan d'évacuation vers un lieu sûr, situé en hauteur. Comment arriver à convaincre les patrons des hôtels? Comment les sensibiliser à l'utilité de ce travail? Car bien souvent, ils pensent que travailler sur ces sujets risque de faire fuir les touristes plutôt que de générer un climat de confiance. Je crois que l'expérience de ce qui s'est passé en Indonésie nous a beaucoup influencés. Les hôteliers ont vu comment une journée tranquille de vacances s'est transformée en une tragédie hors du commun. Ils ont compris que travailler sur ce projet de préparation au risque tsunami était un excellent moyen de rassurer nos clients. Ces images ont bouleversé la planète. 26 décembre 2004. Sur les plages asiatiques de l'océan Indien, une mer tranquille se transforme en vague meurtrière. Pour des dizaines de milliers de touristes, des vacances de rêve tournent au cauchemar. Si un tel événement se produisait, Wilfrido Pérez sait que la rapidité de l'évacuation serait déterminante. Pour cela, il a formé les 450 employés du site à réagir au plus vite. Tous devront diriger dans le calme les clients de l'hôtel qui, en haute saison, peut accueillir jusqu'à 1300 personnes. Pour les mettre en lieu sûr, le projet prévoit 2 voies d'évacuation vers un refuge situé à 2 km de là. Nous avons prévu la construction d'un refuge avec de la nourriture et de l'eau pour pouvoir assister les personnes évacuées jusqu'au retour à la normalité et leur retour à l'hôtel. Et vous avez 35 minutes pour parcourir 2 km. Voilà, tout à fait, 35 minutes pour faire les 2 km à pied. Est-ce suffisant? Non. Non, beaucoup de personnes auront du mal à parcourir cette distance dans ce temps-là. Wilfrido Pérez s'attelle déjà à ce défi logistique. La sécurité et le business de l'hôtel sont en jeu. Mais beaucoup reste à faire. Pour l'Office météo, à l'origine de ce système d'alerte au tsunami, la bonne volonté de quelques hôteliers fait figure d'exception. La majorité d'entre eux restent en fait sourds au fléau naturel. Plutôt que de parler de raisons économiques, je dirais que les groupes hôteliers n'ont pas pris conscience que notre pays est sensible au tsunami et qu'en cas de tremblement de terre, il y a un risque de raz-de-marée. Il y a un proverbe qui dit que le Dominicain met un cadenas après avoir été cambriolé. C'est une manière de dire que tant qu'il n'est pas confronté à une situation, il ne prend pas de mesures. En 1946, un grand tsunami a frappé la République dominicaine. D'après les experts, il peut se produire au moins une fois par siècle.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home. Faudra-t-il attendre une nouvelle catastrophe pour qu'une réelle prise de conscience ait lieu? Nous quittons les plages de sable fin pour une toute autre république dominicaine, moins fréquentée par les touristes. Nous sommes dans la région du lac Enriquillo, un lac naturellement salé. Il est situé 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Bordé de terres fertiles, l'endroit est un sanctuaire avec sa flore et sa faune si particulière. Un peu plus loin, sur la route qui borde le lac, un embouteillage s'est formé. Des dizaines de camions et de véhicules tout-terrain patientent avant de pouvoir franchir cette grille. Derrière, gardé par des militaires, c'est Haïti. Le séisme de 2010 n'est jamais loin. C'est par ce poste frontière que transite l'essentiel de l'aide internationale. Représentant des Nations Unies, Javier Escobedo passe ici depuis plusieurs années. Vous voyez ici, tout c'est pour la construction, encore les fers, pour la construction d'Haïti, encore la reconstruction d'Haïti. Ça continue, toute la marchandise qui passe côté dominicain, côté haïtien. Mais Haïti n'est pas la seule zone en chantier. Ce poste frontière a dû être totalement reconstruit, pour une toute autre raison. Pour comprendre ce qui se passe, il nous demande de le suivre. Il faut se faufiler derrière les camions. Surprise, il y a ces bâtiments de l'ancienne douane, presque entièrement engloutis. Les lacs donc étaient au moins, quand on voit les arbres, au moins 8 mètres plus bas. Depuis 10 ans, Javier Escobedo constate impuissant l'avancée inexorable du lac et la disparition des bâtiments. Sur l'autre rive, côté haïtien, la route est déjà à fleur d'eau. Les scientifiques n'arrivent pas à s'accorder sur l'origine du phénomène. Une certitude, depuis 2004, la superficie du lac a augmenté de plus de la moitié. 10 000 hectares de terre ont disparu sous les eaux. Dans cette région où l'on cultive principalement la banane, la montée des eaux est une malédiction. Javier Escobedo en a bien conscience. Cette terre nourricière se réduit comme peau de chagrin. Lui qui travaille pour la FAO, l'Organisation agricole des Nations Unies, nous emmène ici rencontrer l'un de ses producteurs, victime de la montée des eaux. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Ça va, toujours en lutte. En lutte contre le lac, comme toujours. Eh oui, un sacré combat. Ernesto Senna lutte comme il peut, mais le combat est inégal. À chacune de ses visites, Javier Escobedo ne peut que constater les dégâts. On voit que l'eau du lac commence à envahir au fur et à mesure. Vous voyez encore ici, encore les bananes sont encore en pied, sont encore vivants, mais au fur et à mesure, ils commencent à dessécher. Plus on progresse vers l'intérieur du lac, plus la végétation se meurt, empoisonnée par l'eau salée. La végétation, comme les champs de bananes. Allons-y. Cette propriété m'appartient. Cela m'affecte beaucoup. Je ne viens plus par ici, car je suis anéanti. Cette terre où il vit depuis toujours, Ernesto Senna ne pourra sans doute plus jamais la cultiver.
Cela fait 1 an que le lac est là, mais il a continué à s'étendre et continuera à le faire. Ça ne va pas s'arrêter, car comme je vous l'expliquais, même si le lac est là, l'eau en sous-sol va 30 à 40 mètres plus loin et il n'y a rien à faire. Combien d'hectares vous avez perdu? Mon frère et moi, nous avions ici 4 hectares plantés de bananiers. Et maintenant? Aujourd'hui, nous n'avons presque plus rien. Dans la partie du haut, il nous reste moins d'1 hectare cultivable. C'est pour notre consommation personnelle uniquement. Avec le peu de terre cultivable qui lui reste, Ernesto Senna tente de faire vivre les siens. Mais il sait qu'il ne pourra bientôt plus payer les études de journalisme de son fils. Face à la montée du lac, Javier Escovedo a tenté de trouver une solution avec la FAO pour maintenir l'activité des agriculteurs. Mais il a dû se rendre à l'évidence. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour ces gens qui sont des agriculteurs, qui sont habitués à faire l'agriculture. Ce n'est pas une question de jour au lendemain de leur changer leur métier. Donc c'est peut-être bien qu'il y a d'autres alternatives, mais il faut les former, il faut faire autre chose. Mais il faut discuter beaucoup avec les gens. Je crois que c'est comme ça qu'on apprend, en discutant avec les gens et trouver des solutions, les meilleures solutions. On ne peut pas tout faire des miracles non plus avec ces problématiques. Si elles ne peuvent pas faire de miracles, les équipes de la FAO tentent au moins de répondre à l'urgence. À quelques kilomètres de là, Javier a lancé des micro-projets pour aider les femmes de ce village. À Boca de Cachón, les femmes ont bénéficié d'une formation pour cultiver ces potagers hors sol. À l'abri de la terre rongée par le sel, les graines fournies par l'ONU donnent vie à quelques légumes. Juste de quoi nourrir ces anciennes travailleuses des bananeraies. Guère plus. Buenos días a todos. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ok, vamos a ver, díganme. A ver, díganme, ¿qué pasó? Allons-nous faire autre chose que planter des légumes? Bon alors, justement, le programme avec les légumes était financé par l'Union européenne. Maintenant, il faut voir quel programme nous pouvons suivre. Javier Escovedo ne baisse pas les bras. Il cherche encore et toujours de nouvelles subventions. Je ne peux faire que peu de choses de mon côté. Le problème, c'est d'obtenir de l'aide de la part de la communauté internationale. D'un côté, vous avez les chiffres du gouvernement qui affichent un très bon développement économique de la République dominicaine. Et de l'autre, vous avez des zones comme ici qui ont des besoins. Donc c'est difficile de faire venir l'aide internationale ici. À plus de 450 km des plages de Punta Cana, les femmes de Boca de Cachón sont les victimes collatérales de l'essor économique du pays. Nous sommes dans une zone que c'est la même chose en Haïti, un peu en crise, un petit peu en crise humanitaire, on peut dire, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas l'argent pour survivre chaque jour. Ils n'ont pas d'alternative aussi pour travailler, donc c'est très difficile à leur trouver. Donc il faudra des investissements dans la zone, puisqu'on puisse créer des emplois ou d'autres choses qui ne soient pas seulement liées à la terre, qu'il y ait un peu d'occupation. Allez, à la prochaine. Au revoir, que Dieu soit avec toi. Et on espère te revoir. Sur les bords du lac Enriquillo, la vie n'a rien à envier aux Haïtiens. Cette crise humanitaire, Amparo Chantada la pressentait. Géographe, professeure à l'université de Saint-Domingue, elle dénonce depuis de nombreuses années la situation désespérée de la population du lac. Ça me fait de la peine parce que c'est une zone très 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 belle. C'est romantique, c'est silencieux, c'est majestueux. Et c'est une zone pleine de douleur. Les gens ont faim, les gens n'ont pas de travail.
Et ils vivent avec une nature qui est splendide. C'est dur, ça fait de la peine. La géographe rencontre régulièrement les maires des villages, des maires qui se sentent abandonnés par les autorités. Nous sommes inquiets, car il nous reste très peu à manger. Mais quand nous n'aurons plus rien, que ferons-nous? Amparo Chantada tente alors de joindre le gouverneur. Nous aimerions interviewer le gouverneur de Neiba. Serait-ce possible? Il n'est pas disponible. Ah, à Saint-Domingue? Une situation que les élus locaux rencontrent tous les jours. Ok, merci, au revoir. Je ne me souviens même plus du dernier gouverneur ou du dernier sénateur qui est venu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sénateurs pour la fonction. Moi, je crois qu'un sénateur est un serviteur. Est un serviteur public. Que son rôle est de venir dans nos villages, voir comment on vit. Laissée pour compte, cette population n'a d'autre choix que de fuir. Fuir vers les grandes villes. Il y a encore 4 ans, la commune comptait près de 5000 habitants. J'ai fait un recensement il y a 15-20 jours. Et à ma grande surprise, il y a moins de 2000 habitants. Les gens sont partis ailleurs pour ne pas mourir ici. C'est sans doute la conséquence de cette situation qui se produit dans tous les villages. Des familles vont abandonner leur maison. Mais pour aller où? Pour survivre, la plupart tentent leur chance à Saint-Domingue, à 200 km de là. De la capitale dominicaine, les touristes de passage ne connaissent que son front de mer et ses gratte-ciel. À 2 pas du centre-ville, on découvre pourtant un tout autre univers. Relégués le long du fleuve, des bidonvilles, des barrios comme on les appelle ici. Leurs habitants ont fui les campagnes avec l'espoir de trouver une vie meilleure en ville. Mais la désillusion est grande. Ici, ils vivent du chiripeo, la débrouille. Le chômage toucherait plus d'1 personne sur 2. Près de 45 000 habitants vivent à la Ciénaga, l'un de ces quartiers. « 1998. L'ouragan Georges s'abat sur le pays. Des vents violents et des pluies diluviennes balayent l'île pendant plusieurs jours. Voici la Ciénaga quelques heures seulement après son passage. Un scénario qui se répète chaque année avec plus ou moins d'intensité. Une situation dramatique pour ces milliers de familles jetées à la rue à chaque pluie torrentielle. Au fond de l'une de ces ruelles étroites, nous rencontrons Maria Elena Rosario. Elle est arrivée ici il y a 20 ans. Elle a elle-même construit sa petite maison rosée verte. Regardez dans quoi je vis. Je suis malade et je ne peux plus travailler. Maria Elena tient à nous montrer les traces de la dernière inondation. Pour elle, il n'y a pas d'autre choix que de quitter au plus vite le barrio. Ah, mais je ne réfléchirai même pas. Je suis tellement angoissée quand la rivière déborde. Je partirai sur le champ. Aucun doute.
Seul Dieu et nous savons ce qui arrive quand la rivière déborde. Quand l'eau revient, on a peur car on sait ce qui nous attend. Cette maison brinque-ballante, c'est tout ce que María Elena Rosario possède. Regardez dans quel état se trouve ma maison. C'est un vrai désastre. Et quand la rivière monte, où allez-vous? Où je vais? Dans la rue, là-bas. Combien de temps? 4 ou 5 jours, 8 jours parfois. Nous n'avons nulle part où aller. Les refuges sont pleins et le mieux dans ce cas, c'est de rester dans la rue. Personne ne fait rien pour nous. On doit se débrouiller nous-mêmes. J'estime qu'ils devraient prendre ceci en charge. Autrement, on ne s'en sortira jamais. Faire quelques réparations. Personne ne répare ici. Personne. Peu importe le président élu, personne ne vient. Ce qu'on nous dit, c'est fuyez ou mourrez. Fuir ou mourir. Des situations dramatiques comme celle de María Elena Rosario, il y en a des dizaines de milliers à Saint-Domingue. Pour mieux s'en rendre compte, il suffit de prendre un peu de hauteur. Le long du fleuve Ozama, les bidonvilles s'étendent sur des kilomètres. 500 000 personnes environ y vivent, reléguées pour la plupart en zone inondable. À chaque nouvelle crue, elles sont prises au piège. Jesús Martínez est un leader communautaire de la Ciénaga. Il est l'un des porte-parole du quartier. Depuis 30 ans, il se bat pour que les autorités viennent en aide aux milliers de familles de la Ciénaga. Ce que vous voyez là, ce sont des foyers d'infection. Il y a un grand nombre de conduits comme celui-ci, pour lesquels nous avons saisi les autorités afin de les recouvrir. Avec un rehaussement du terrain, ce problème serait résolu. À ses yeux, rehausser le terrain, ce serait mettre les maisons hors de portée du fleuve. Comme vous pouvez le remarquer, il ne pleut pas. Et le sol devant cette maison est plein d'eau. C'est de l'eau du fleuve qui reflue. De l'eau stagnante au cœur du bidonville. Mais que dire des habitants qui vivent sur les bords du fleuve? À la Ciénaga, les années passent et les conditions d'hygiène se dégradent, à l'image du choléra qui a fait son apparition. Du jamais vu en République dominicaine. Pour Jesús Martínez, il y a urgence. Pour mieux faire passer son message, il nous emmène voir le barrio depuis le fleuve. Les gens veulent être relogés dans de meilleures conditions. On ne peut pas vivre comme ça. Comme vous pouvez le voir, ces maisons ont les pieds dans l'eau. Et le fleuve est contaminé. Parce que toutes les entreprises et les hôpitaux publics rejettent leurs eaux usées dans le fleuve. Le regard que Jesús Martínez porte sur le barrio paraît désespéré. Après tant d'années de combat, malgré les promesses des hommes politiques, rien ou presque n'a été fait pour venir en aide aux habitants. Avec le décret de l'ancien président Balaguer en 1991, après la mort de plus de 47 enfants et adultes suite à une épidémie de typhus, la zone a été décrétée non habitable. Un processus de relogement des familles a alors débuté. On y a cru, mais il s'est arrêté. Les gouvernements successifs ont tout simplement abandonné les habitants à leur triste sort. Nous nous rendons à la mairie de Saint-Domingue pour savoir comment elle compte régler le problème des bidonvilles.
Surprise, en guise de réponse, l'adjoint au maire en charge des quartiers nous présente un projet de ramassage des ordures. Une mesure parmi d'autres pour améliorer le quotidien des habitants. Sur la question du relogement, en revanche, il avoue une certaine impuissance. Je me rappelle une fois, j'étais dans la voiture avec mon père et je me souviens avoir vu un panneau annonçant la construction d'un nouveau quartier. C'était pour reloger les habitants de la Ciénaga et Los Guandules. Ce quartier, Las Caobas, existe encore aujourd'hui, mais nous avons toujours la Ciénaga et Los Guandules. Qu'est-ce que cela démontre? Que si on n'aborde pas le problème d'un point de vue local avec les habitants, avec un projet qui tienne compte des infrastructures, mais aussi du social, les gens soit ne se déplacent pas, soit reviennent. La question de ces barrios est à géométrie variable. Elle n'est une priorité que lorsqu'une catastrophe survient. Justement, lors des dernières élections, un autre quartier a fait la une de l'actualité, la Barquita. Août 2012. Après le passage de l'ouragan Isaac, les habitants de la Barquita se retrouvent une fois de plus pris au piège de la montée des eaux. Ces images suscitent l'émotion. Tout juste élu, le président débarque aussitôt dans le quartier. Il est reçu par le père Alegria, ici en blanc. C'est l'une des voix les plus écoutées du barrio. Et si on essayait de résoudre le problème avec un mur de protection, puis en reconstruisant leur maison? Mais comment faire avec le fleuve? Si nous construisons le mur le long de la berge. Puis assainir la zone? Oui. Le chef de l'État annonce qu'il veut reconstruire la Barquita. Il est applaudi. Son objectif affiché, protéger les habitants des crues du fleuve et leur offrir de nouveaux logements. Il demande alors au père Alegria de jouer les médiateurs entre les autorités et la population. Lorsqu'il pleut, le fleuve inonde toutes les maisons que vous voyez là, toutes. C'est dans cette école que l'Église catholique a financé que le père Alegria a reçu le président. Qui je suis, moi? Alegria, la joie en espagnol. Avec un tel patronyme, le père représente l'espoir d'une vie meilleure. Depuis 30 ans, il consacre sa vie à ce quartier. Avec le projet de la nouvelle Barquita, il porte désormais les nouveaux espoirs des habitants. Mais tu es déjà venu me voir à la paroisse. Mais c'était il y a des mois, mon père. Beaucoup de temps a passé. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il s'est dit en commission? Où en est le projet? Comment se passe votre travail? Très bien. Tout va très bien. Nous travaillons sur le projet. Nous sommes dans la phase préliminaire du projet. En tant que médiateur du projet, le père Alegria siège à une commission de travail. 7 mois après la visite du président dominicain, aucun chantier n'a encore commencé et l'attente des habitants est grande. En fait, rien de précis n'est encore décidé. Le père lui dit vouloir prendre le temps d'opérer ce changement de vie radical. Il ne s'agit pas seulement de construire des habitations. C'est avec les gens que l'on travaille à améliorer les choses. À tous les niveaux, ce n'est pas la même chose de vivre dans une bicoque comme vous les voyez ici, et dans un appartement. De vivre dans un immeuble de 4 étages. C'est très différent. Le projet est ambitieux. Il s'agit d'assainir cette zone inondable et de remplacer ce village de tôles et d'ordures par des logements neufs. Amparo Chantada aimerait que ce projet annonce une nouvelle ère. Bonjour, comment vas-tu? Oui, bien. Bien, et toi? Bonjour, monsieur. Des rives du lac Enriquillo au bidonville de Saint-Domingue, la géographe, qui est aussi urbaniste, a suivi le parcours de ces populations. Elle est en contact constant avec les leaders communautaires. Si Amparo Chantada voit d'un très bon œil le projet de la Barquita, elle redoute sa mise en place.
Ça doit être un projet très cher, ça doit être un projet très lent pour construire. Et ça va être surtout très douloureux parce qu'il faut déloger presque 2000 familles. Et on se demande où on va les reloger, je suppose. Qu'ils vont construire des espèces de baraquements. Ils vont construire des baraquements? Non, ça on ne veut pas. Vous ne voulez pas? Non. Et où les gens vont-ils aller? Il y a des zones où ils ont fait des baraquements il y a 15 ou 20 ans. Et les gens, ils y sont toujours. Nous, on ne veut pas de ça. Nous, on pense que c'est mieux de louer un logement tout près d'ici, le temps des travaux. C'est une question de manque de confiance. Vous craignez que ça ne devienne une situation durable. Je comprends. Les habitants réclament de meilleures conditions de vie, mais aucun ne souhaite quitter son quartier, ni ses habitudes. Ce qui te fait vivre, c'est la proximité de la ville. Tu es en plein Saint-Domingue-Est ici. Donc tu as des avenues, des moyens de transport, l'hôpital, des commerces. Nous avons de quoi vivre ici. Oui, nous avons de quoi vivre ici. Donc, si on vous déplace loin d'ici, ça va être très difficile. Exactement. S'éloigner du quartier, même pendant la durée des travaux, personne ici ne veut s'y résoudre. Pour tous ces habitants, se retrouver loin d'ici, c'est prendre le risque de devoir recommencer leur vie à zéro, une nouvelle fois. Derrière la carte postale, la République dominicaine nous révèle une autre image, moins glamour. Des hôtels de luxe au bidonville de Saint-Domingue, plusieurs mondes se côtoient sans jamais se croiser ou presque. Le séisme d'Haïti a sonné comme une alerte. Personne n'est à l'abri des risques naturels qui menacent les îles des Caraïbes. The youth of today, state in your opinion, making it real.